de par votre présence, vous consentez à être filmé. Et puis, lorsqu'on arrivera à la période de questions, on va vous inviter à vous nommer. Et, voilà. On va faire un petit changement à l'ordre du jour. En fait, le point 6C qui touche l'adoption du règlement sur les éoliennes, on va le placer à la fin de la rencontre, tout juste avant la période de questions. Fait que ça permettra de coller le sujet là, sur, effectivement, parce qu'on pense qu'il peut y avoir des questions sur ce projet de règlement-là. Fait qu'on va le traiter donc tout juste avant la période de questions. Il y aura la présentation de l'adoption du règlement numéro 2024-147. Fait que voilà. Alors, si vous êtes d'accord avec l'adoption de cet ordre du jour-là modifié, je demande une proposition, M. Christian Gendron, appuyé par M. Christian Fortin. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2025. Si vous en avez pris connaissance, il me paraissait comme étant conforme. Je demandais une proposition pour l'adoption de ce règlement-là avec dispense de lecture. Vous êtes d'accord avec ça? M. Hugo-Pierre Bellemare, appuyé par M. Guy Simon. Au point 4, gestion du personnel. M. Simon? Trois dossiers. Le premier, c'est l'embauche d'une chauffeuse pour le service de transport. Donc, on a un nouveau circuit qui a été créé pour transporter des gens vers Internet. Donc, on avait besoin d'un chauffeur-chauffeuse supplémentaire. Donc, c'est Mme Julie Potvin, qui est une dame expérimentée dans le transport, autant pour le transport collectif qu'adapté. Donc, on lui reconnaît l'expérience aussi pour lui accorder 90% de l'échelle salariale. Parfait. Ça prend une résolution pour entériner cette embauche. Mme France Bédard, appuyée par M. Luc Dostalaire. Point B. Au point B, on a débuté une réorganisation au niveau du service de transport et naturellement, ça a touché les tâches du répartiteur. Donc, il y a une nouvelle description légèrement amendée. Mais à chaque fois qu'un emploi est corrigé un petit peu comme ça, on va rencontrer le comité d'équité salariale. On applique la grille et on applique aussi les résultats. Donc, dans ce cas-là, les tâches qui ont été ajoutées au répartiteur font qu'il passe de la classe 8 à la classe 6. Mais c'est conforme à notre fonctionnement habituel là, à chaque fois qu'il y a une modification de tâche. Parfait. Donc, ça prend aussi une résolution pour accepter cette réévaluation-là. Donc, M. Daniel Hull, appuyé par M. Gérard Bruno. Au point C, l'embauche d'une agence de développement culturel et touristique. Le poste était devenu vacant, donc il y a eu un affichage de poste, une quarantaine de candidatures qui ont été reçues à la direction générale. On a reçu 4 personnes en entrevue et on a une recommandation pour embaucher Mme Virginie Thibault, quelqu'un qui a aussi de l'expérience avec des entreprises et pour avoir fait du reportage télé à différents endroits dans la province. Donc, là aussi, on a un peu d'expérience qui fait que l'échelon salarial, c'est 85% du salaire d'un emploi. Parfait. Ça va. M. Christian Fortin a fait la proposition, appuyé par M. Hugo-Pierre Bellemare. Au point 5, finances, matériel, équipement et bâtisses, donc la liste des chèques émis et autres sommes déboursées qui a été portée à votre attention. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? Sinon, quelqu'un a fait la proposition. M. Christian Gendron, appuyé par M. Daniel Hull. Au point B, une résolution précisant la nature des situations nécessitant l'utilisation d'une autre langue que le français dans les communications de la MRC des Chenaux. En fait, c'est une politique de l'Office de la langue française qu'on doit démontrer dans quelle situation on pourrait ou on devrait s'adresser aux gens dans une autre langue que le français. Ce que cette politique-là mentionne, c'est qu'à la MRC des Chenaux, les services se donnent en totalité en français, tout simplement. Fait que ça prend quand même une résolution pour accepter cette politique-là de l'Office de la langue française. M. Gérard Bruno, appuyé par M. Luc Pellerin. En aménagement et développement du territoire, donc conformité aux règlements municipaux de la municipalité de Saint-Narcisse, une demande du pouvoir temporaire pour un projet d'habitation à caractère social, abordable ou étudiant. Donc, c'est un citoyen qui demande de pouvoir déroger à la réglementation d'urbanisme pour un projet d'habitation à caractère social abordable. Donc, les logements sont situés sur le lot 5 189 994 du registre foncier du cadastre officiel. Et selon l'avis du service d'aménagement, c'est considéré comme étant conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé. Puis, on a une recommandation d'accepter cette modification.
M. Gérard Bruno a fait la proposition, appuyé par M. Luc Dostala. Au point B, la réglementation des territoires contigus, il n'y en a pas. Fait que, comme on l'a mentionné, on va passer par-dessus le point C qui va revenir tout juste avant la période de questions. Au point D, c'est en lien avec un projet de modification du schéma d'aménagement et de développement révisé. Ça concerne la modification de la limite de l'affectation publique sur le territoire de la MRC de Batiscan. C'est quand? De la municipalité de Batiscan. Non, c'est pas. La municipalité de Batiscan. En fait, c'est le site, dans le lieu d'enfouissement technique qui doivent installer une zone tampon, je pense que c'est au sud du... à l'est. À l'est. Donc, c'est une zone tampon de 50 mètres. Fait que c'est pour inclure donc, cette zone tampon-là. Et puis, ben voilà, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Ça va toucher un lot qui appartient déjà à MRC. Et puis, aucun aménagement permanent qui va être fait sur ce lot-là. Ça va seulement servir de tampon pour les usages du lieu d'enfouissement technique. Parfait. Fait qu'on a, je pense, c'est 5 points. Les 5 points qui suivent ont un lien avec ce point-là. Donc, le premier point, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement qui modifie le schéma d'aménagement et de développement révisé concernant la modification de la limite d'affectation publique sur le territoire. Fait que monsieur... Je vais donner l'avis de motion. Donc, M. Christian Fortin donne l'avis de motion. Au point E, c'est l'adoption du projet de règlement 2025-154 qui modifie. Fait qu'on je pense qu'on peut le voir, là, il y a une carte qui est... non, mais on l'a... Ah, je peux le Ben, on pourrait le montrer, effectivement. Là, je pense que de montrer l'endroit, ça va être plus facile à comprendre. C'est moi juste le temps de précision peut-être. De le retrouver, c'est ça. La bonne place, Sébastien. Ça va. Plus bas. Où je remonte. Ah, c'est là. Voilà. Peut-être. Si vous voyez ici à l'écran ce que M. Villette expliquait, la fameuse zone tampon qu'on vient dans le fond ajouter, c'est cette section-là ici. Donc, c'est tout simplement. C'est déjà un terrain qui appartient à MRC, qui est contigu au site d'enfouissement. Ça va permettre, principalement, c'est des travaux actuels de la phase 2, c'est qu'il y a de la glaise, pas de la glaise, de l'argile qui est retirée du site, va être entreposée dans cette bande-là, puis à la fermeture du site, ils vont aller rechercher l'argile, ils vont la redéposer. C'est ça qui va être l'utilité de ce terrain-là en tant que tel. Temporairement, ça devrait prendre l'allure de bouton qui va se coller sur les limites du site d'enfouissement. Excellent. Fait que donc, ça prendrait quand même une proposition pour adopter ce projet de règlement-là. M. Daniel Hull, appuyé par M. Luc Pellerin. Donc, on voit on passe après ça, on a le projet de règlement. Au point, là, je n'ai pas le numéro du point. C'est le point F. C'est l'adoption du document indiquant la nature des modifications à être apportées à la réglementation d'urbanisme. Donc, on vient préciser l'ensemble des éléments sur lesquels il y a des changements. Encore une fois, ça prend M. Gendon, appuyé par M. Gérard Bruno. On va revenir à mon nom de jour, ça va être plus facile à suivre. Au point G, donc, la résolution pour une demande d'avis du ministre sur ce projet de règlement-là qui modifie le schéma d'aménagement. On doit demander l'avis au ministre sur la conformité. Encore une fois, ça prend une résolution pour demander l'avis. Donc, Mme France Bédard, appuyée par M. Hugo-Pierre Bellemare. Au point H, c'est une résolution pour déterminer une assemblée publique de consultation concernant ce projet de règlement-là, qui serait fixé au moment opportun par le directeur général, d'une certaine façon. M. Luc Dostalaire, appuyé par M. Guy Simon. Au point I, c'est une recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. On a inversé l'abréviation, c'est PATQ. Ouais. Mais concernant les demandes d'autorisation, en fait, c'est une demande du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour une réfection du rang rapide nord. C'est un affaissement qu'il y a eu. Et donc, on a passé cette résolution-là le mois dernier, mais ils ont comme agrandi un petit peu la superficie des travaux pour faire un enrochement peut-être un peu plus stable, un peu plus solide. Fait qu'on doit quand même statuer et mentionner que c'est tout à fait conforme en ce qui nous concerne pour le projet de reconstruction. Fait que je pense que c'est une recommandation positive à faire dans ce cadre-là. Fait que si vous êtes d'accord, ça prend... Oui, M. Hugo-Pierre Bellemare a fait la proposition.
appuyé par M. Luc Pellerin. Au point 7, dans les rapports, on a point A, le rapport du directeur général. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le rapport du directeur. Ça va. Point B, représentant d'Énercycle, M. Dostalaire. Oui, de vous donner quelques chiffres ce soir concernant la collecte du bac brun. Ça fait depuis juin 2023 qu'on collecte le bac brun dans la Mauricie. Les chiffres pour la MRC des Chenaux pour les 3 derniers mois en taux de participation sont les meilleurs depuis qu'on a commencé. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque mois, probablement, il y a des gens qui embarquent dans la collecte. Je vais donner beaucoup de chiffres, mais je ne le fais pas toujours, mais là, je vais le faire. Donc, je me permets de vous dire qu'en juillet, les gens qui participent, c'est les gens qui vont mettre au moins un bac par mois. On s'entend que si quelqu'un met le bac brun une fois dans le mois, c'est quelqu'un qui participe, là, il n'a pas fait ça une fois dans sa vie, donc la statique est là, puis ça peut arriver des gens que la semaine d'après, ils jugent qu'il n'y a pas assez de choses dedans, ils ne le mettent pas. Donc, les statistiques sont comme ça. À Trois-Rivières, c'est 62% des gens qui le font. À Shawinigan, 57%. Masquinongé, 49%. Mekinac, 48%. Et des Chenaux, 59%. Donc, on est pas mal les meilleurs en tête de peloton. C'est très intéressant de voir ça. La quantité de matière a un petit peu baissé en juillet. La matière veut pas, on sait qu'il n'y a pas plu beaucoup, donc beaucoup de l'herbe qui est venue dans les bacs devait être assez sec. Donc, un petit peu en poids, ça a baissé, mais c'est quand même très bien. Et pour ce mois-ci, je me permettrai d'y aller avec les chiffres de chacune des municipalités à part de ça. Donc, Batiscan, ça participe à 58%, Champlain, 70%. Ce sont d'ailleurs les meneurs du groupe. Bravo, 70% à Champlain. Notre-Dame-du-Mont-Carmel, on est à 62%, tout comme Sainte-Anne-de-la-Pérade aussi, 62%. Sainte-Geneviève de Batiscan, 54%. Saint-Luc-de-Vincennes, 53%. Saint-Maurice, 62%. Saint-Narcisse, 56%. Saint-Prosper, 55%. Et Saint-Stanislas, 61%. Ça, c'est les chiffres de juin. Donc, une bonne participation, environ 60 personnes. On est à, on va dire 60%. Il y a probablement des gens aussi qui compostent chez eux. Il y avait des gens qui le faisaient. Je ne sais pas sur comment on peut ajouter de pourcentage. Par contre, il y a encore, à mon avis, beaucoup trop de personnes, je vais l'illustrer comme ça, qui mettent leur peu de patates dans le bac qui s'envoie à l'enfouissement. Peut-être Champlain, les gens sont peut-être conscients, le site est chez vous. Peut-être moins de patates, peut-être. Mais peut-être que les gens de Champlain sont conscients que le site est là et que ce site-là a une durée de vie, une capacité limitée. Donc, il dure un an. Ben, c'est ça. Fait que je me permets quand même de dire que ça prendra peut-être un mouvement citoyen, peut-être, ça fonctionne bien ça, pour encourager les gens à embarquer dans ça, pour s'assurer que le site puisse durer le plus longtemps possible. On sait que le jour où est-ce que le site de Champlain ou le site de Saint-Étienne-des-Raies sera plein, ce sera là, une bonne problématique et assurément des coûts assez importants parce que le prochain site d'enfouissement il est assez loin d'ici, donc c'est sûr que ça augmentera à ce niveau-là. Fait qu'il y a d'autres campagnes de sensibilisation des gens pour la population qui s'en viennent du côté de l'Énercycle pour rappeler là, des bonnes pratiques. Mais je tiens à féliciter les gens qui le font. Comme je dis, on est bien positionné en Mauricie à ce niveau. Excellent. Bravo. Merci. Comité culturel, M. Fortin. Oui, on a eu une rencontre cet après-midi. Il était question, on a recommandé, il y a eu 3 projets tout publics pour les bibliothèques, des projets d'animation dans les bibliothèques. Il y a 3 projets qui ont été recommandés. Un pour le volet aîné. Et également, il y a une formation qui sera offerte. On a des fonds qui nous restent pour offrir une formation pour la relève pour nos bibliothèques municipales locales. C'est des gens qui vont... Il y a une formation qui va être préparée là, ça va être une nouveauté qu'on va pouvoir offrir prochainement. Circuit des murales, Saint-Stanislas a déposé un nouvel endroit. Qu'il va y avoir une murale qui ne sera pas faite cette année. Probablement qu'en 2026, il y aura 2 murales. Il va y avoir un appel d'artistes pour le nouveau lieu proposé par la municipalité de Saint-Stanislas. Et il reste 3 municipalités, je fais appel aux 3 municipalités qui n'ont pas de murale, de vous préparer à présenter une proposition, parce qu'à un moment, il y aura une possibilité pour 2026.
Également, il y a le programme de soutien au milieu en patrimoine immobilier qui encore, il y a l'inventaire du patrimoine bâti qui se déroule quand même assez bien par M. Chartier, ça avance rondement. Et également, je rappelle qu'il y a 2 spectacles Stéphane Fallu le 10 octobre prochain. Il y a encore des billets de disponibles. Et les 2 frères le 21 novembre prochain. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose, ma collègue? Ça va super bien, merci. Ça va? Ça arrive. Merci. Comité de développement de territoire, il n'y a pas eu de rencontre. Comité des ressources humaines. Je mentionner qu'à la demande du syndicat, on a tenu un comité de relations de travail qui s'apportait principalement sur les paiements réalisés lors d'une fin d'emploi. Donc, c'est de l'information. L'éclaircissement, finalement. L'éclaircir de l'information. Excellent. Comité de sécurité incendie, M. Jean Ron. Bien, le comité de sécurité incendie a été reporté au 1er octobre. On va avoir plus de nouvelles au prochain. Entre-temps, ben oui, il y a des discussions côté regroupement de certaines municipalités qui sont en cours. Il y a eu des rencontres cette semaine avec les directeurs d'incendie aussi. Puis, ça s'est très bien passé. À suivre, il va y avoir une évaluation des équipements de chaque municipalité, là, incluant tout le monde, pour voir combien ça vaut, ces équipements-là, dans chaque municipalité. Puis par la suite, il y aura des discussions pour avancer là, dans ce projet. Tout à fait. Parce que, en fait, l'évaluation des actifs va permettre de faire un modèle financier qui va donner une idée des chiffres, finalement, là, de ce qu'on pense investir donc, dans les prochaines années en sécurité incendie. Comité de sécurité publique, En octobre prochain. Octobre prochain, parfait. Communauté entrepreneuriale des Chenaux, on va se placer là. Donc, il y a un prochain 5 à 7 de la communauté entrepreneuriale qui va se tenir le jeudi 25 septembre prochain au casse-croûte 75 de Notre-Dame du Mont-Carmel. Malheureusement, cette date-là, c'est le congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Fait que, il y aura malheureusement peu d'élus ou pratiquement pas d'élus. Entre autres, les gens de Mont-Carmel participent au congrès en totalité. Fait que c'est triste un peu, mais quand même. Le 13 novembre, c'est à la salle du Tricentenaire de Champlain, c'est le gala Prestige Entrepreneur. Donc, les municipalités avaient jusqu'au vendredi 12 septembre pour transmettre donc, les coordonnées d'une entreprise. Chaque municipalité va recevoir 4 admissions au lieu de 2. Et le gala, on nous dit qu'il sera animé par Mme Florence Saint-Arnaud de la ferme Campagnipol qui va animer la soirée. Puis le traiteur sera la microbrasserie Le Presbytère de Saint-Stanislas. Ça va être une belle soirée dans laquelle on va donner une petite tape dans le dos de nos entrepreneurs, finalement. Le deuxième rendez-vous des employeurs des Chenaux va se tenir le 26 novembre prochain. Donc, il y a plus de détails à venir, mais ces rendez-vous-là, pour les employeurs qui ont embauché du personnel ou encadré du personnel, c'est toujours des belles formations. Ça vaut la peine de prendre du temps des fois. C'est vraiment, ça traite de questions sur les ressources humaines. Puis on sait que c'est un enjeu dans plusieurs entreprises, que ce soit l'attraction, la rétention, etc. C'est une activité qui va avoir lieu le 26 novembre prochain. Si vous connaissez des entrepreneurs, vous pouvez les mettre en contact avec Jocelyn Régis là, de la communauté entrepreneuriale. Puis je vous rappelle aussi que la campagne « Je me fais un cadeau », en fait, c'est des bons d'achat que vous pouvez acheter dans les entreprises, mais ces bons d'achat-là sont bonifiés de 30 %. Puis c'est grâce à la collaboration de partenaires financiers que sont, entre autres, Desjardins, la Caisse Desjardins de Maquinac-des-Chenaux, Mme Sonia Lebel, et la communauté entrepreneuriale qui met aussi des sous un petit peu à l'intérieur de ça. Et il y a un petit changement parce que l'année passée, les gens pouvaient acheter jusqu'à 30 bons d'achat, donc qui étaient bonifiés. Fait qu'il y en a pour l'essence, il y en a pour l'épicerie, il y en a pour les restaurants, il y en a pour différents types des cadeaux, des massages, etc. Mais là, cette année, on baisse à 20 maximum, 20 bons d'achat maximum par personne pour permettre un plus grand nombre de se procurer. L'an dernier, ça s'était épuisé en 5 jours. Donc, c'est quand même là, c'est très couru. Donc, à partir du 1er novembre jusqu'au 1er décembre, c'est un 25 000 $ d'achat qu'on fait dans les entreprises par le biais de la campagne « Je me fais un cadeau ». Fait que c'est à ne pas manquer dans ce sens-là. C'est vraiment une belle campagne. Au niveau du comité touristique, ben je vous dirais qu'au niveau du bureau d'information touristique, c'est l'horaire d'automne qui est actuellement en vigueur.
Et il y a une rencontre qui a eu lieu le 29 juillet dernier pour faire avancer un projet de réaménagement du bureau d'enseignement touristique. Et il y a aussi la tournée Art et Terroir qui se prépare pour la fin de semaine prochaine. Donc, c'est le 20-21 septembre prochain. Donc, il y a un circuit d'autobus qui a été préparé pour le secteur des Chenaux. Il affiche complet. Il y a des gens qui partent de Trois-Rivières qui vont venir faire la tournée donc, dans la MRC des Chenaux, la tournée des entrepreneurs, puis des producteurs du terroir en tant que tel, puis des artisans. C'est vraiment intéressant, puis ça se réalise dans la MRC des Chenaux, dans la MRC Miquinac et dans la MRC de Masquinongé. C'est vraiment une campagne des MRC à caractère plus rural pour favoriser vraiment la découverte des produits du terroir puis les différents artisans. Ça complète voilà. Excuse, oui? Le gala du 13 novembre, tu as parlé de 4 admissions. Oui. Les admissions pour les... C'est pour les membres du conseil municipal, c'est ça. Donc, naturellement, les entrepreneurs Je vais poser la question, c'est combien le nombre pour les personnes qui vont être nommées, là? Combien de personnes peuvent y être? Bonne question, je ne sais pas. On peut la vérifier. Juste pour revenir là-dessus, là, parce que... C'est au minimum 2 personnes, mais si quelqu'un a besoin d'accueillir plus de gens, donc ça peut certainement... Oui, Parfait. tout à fait. Merci. Au point J, comité de service des transports, est-ce qu'on a du nouveau? Pas eu de rencontre. On va aussi évaluer pour l'année 2026, là, à savoir si ce comité-là demeure. Quand même certains services qui n'ont pas de comité dans la MRC. C'était davantage un comité qui servait à faire la transition entre l'organisme qui faisait et la MRC. La transition, je pense, est bien faite puis ça se déroule bien. Peut-être juste dire là, que, dans le fond... On évaluera ça. On va évaluer ça. Puis du côté là, de Mont-Carmel, on sait qu'avec la fermeture là, de Taxi Bellemare, on avait eu à revoir certaines choses, mais là, la situation est réglée, donc le transport adapté va être possible. Nos véhicules vont bien. Là, on a été des mois à parler, d'avoir sur la liste des comptes des factures de réparation. Là, ça semble bien aller, fait que c'est une bonne chose. On va réévaluer ça pour le 2026. Parfait. Point K, énergie communautaire de la Rivière-Batiscan. M. Barry. Oui, juste vous dire rapidement que le projet avance très bien. Au niveau du conseil d'administration, le plan d'affaires est pas mal complété. Ce que je peux dire, c'est que c'est très encourageant. On rentre dans les chiffres qu'on s'était fixés. Et puis, la prochaine phase, on rentre en phase de négociation avec Hydro-Québec, avec notre partenaire Hydro-Québec, pour trouver une tarification qui va faire l'affaire autant de la corporation que d'Hydro-Québec. On a pris la décision au niveau du conseil d'administration de ne pas donner de chiffres publics pour le moment sur le budget prévisionnel et tout ça, pour ne pas nuire à notre négociation avec Hydro-Québec. Et par contre, quand tout ça va être réglé, là, on va faire une annonce officielle avec Hydro-Québec, tout ça, où on va vous donner l'ensemble du détail du dossier. Et c'est par respect par notre partenaire qui est Hydro-Québec qu'on veut travailler comme ça. Et si on le fait comme ça, c'est parce que, gardez en tête que c'est extrêmement positif. Donc, voilà, puis c'est pas une décision politique de ne pas donner de chiffres en tant que tel, parce que vous savez qu'au niveau de l'énergie communautaire, c'est des représentants qui ne sont pas politiques, c'est des administrateurs. Donc, il y a eu des demandes, exemple, je ne m'en cache pas, de la municipalité de Saint-Narcisse qui aurait aimé que la corporation, on dévoile les chiffres, puis tout ça, où on en est rendu. Mais avec les partenaires, on a pris la décision que stratégiquement, ce n'était pas encore le moment. Mais je vous garantis que ça regarde très bien, puis que si on en est rendu là, c'est parce qu'on est très positif au bout. En fait, c'est un engagement que moi j'avais pris face à la population de Saint-Narcisse puis la population régionale. Vous comprendrez que c'est sûr que j'ai hâte d'avoir ces chiffres-là. Je ne les ai pas. Ça me titille, mais j'ai pas les chiffres qui sont là. Mais je fais confiance aux gens à qui on a délégué parce qu'au fond, ils ont vraiment un mandat de mener à bien cette négociation-là, l'ensemble du dossier. Fait que moi, je fais confiance aux gens qui sont là. Je pense qu'ils sont tous alignés sur le côté vraiment. Il faut que ça réalise, il faut que ce soit rentable à l'autre bout. Fait que là-dessus, là, ils connaissent en fait les enjeux à caractère financier qu'on peut avoir dans nos municipalités et qu'on ne peut pas prendre le risque. Moi, l'engagement que j'avais pris face à la population de Saint-Narcisse, c'est de dire qu'il y aura zéro impact sur le compte de taxes. J'ai hâte de voir si ça va se réaliser.
Je croise les doigts encore pour que ce soit dans ce sens-là, mais on va le voir un peu plus tard lorsque la négociation. Mais je comprends par contre que quand on négocie, quand on est rendu là à cette phase-là du dossier, bien, il faut négocier les choses correctement. Puis on ne peut pas négocier quelque chose comme un tarif d'hydroélectricité sur la place publique. Ça là-dessus, là, ceux qui sont en affaires, tu ne vas pas commencer à lancer ça dans les journaux. Là, fait qu'il faut y aller de cette façon-là. Fait qu'on va faire confiance. Puis on va voir si l'avenir va nous donner raison ou si on se retirera de ce dossier-là. Là. Mais je pense pas qu'à date, en tout cas, si le projet, ce qu'on nous dit, c'est que les prévisions de dépenses respectent les coûts qui avaient été, les éléments, le niveau qui avait été prévu, bien, c'est déjà pour moi, c'est quelque chose de rassurant, qu'il n'y a pas explosion des coûts de réfection. Ça déjà, là, c'est quelque chose de rassurant à ce niveau-là. On est rendu au point 8, le Fonds Région Ruralité dans les enveloppes dédiées de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Vatican. C'est un projet d'aménagement d'une surface de jeu multifonctionnelle. En fait, c'est un beau gros projet que la municipalité de Sainte-Geneviève fait. Donc, un coût total de 432 000 $ puis la subvention dans le cadre du Fonds Région Ruralité. Pour les 3 prochaines années, ça représente 36 966 $. Fait que c'est conforme à la politique en tant que telle. Fait que ça prendrait quand même une résolution pour accepter. Donc, M. Guy Simon, M. Luc Dostavert. Juste pour mentionner un peu ce projet-là, dans le fond, c'est une nouvelle patinoire, mais multifonction, qui va avoir pickleball, tennis, deck hockey, des patinoires l'hiver, entre autres. Et notre patinoire actuelle est en fin de vie. Et le terrain de tennis aussi, ça fait plusieurs années que c'est fait. Donc, ça, par la suite, se sera enlevé. On est habitué de fonctionner avec des subventions. À ça s'ajoutent certaines subventions qui vont donner à peu près une centaine de mille au-dessus. Mais il va falloir piger dans notre bobinaine un peu. Viande hachée, ça fait mal un peu, mais c'est une belle structure pour les gens. Il y a un projet qui va se rattacher à ça une fois que l'assainissement est fait, là. Mais la stabilisation des berges va être faite. Donc, il y a un parc qui va se greffer à ça, des immeubles locatifs aussi. Un projet là, qui va aller en haut du million. OK, il n'y a pas de toit actuellement sur cette surface. Actuellement, la structure, puis on trouve ça cher, mais c'est fait exprès pour recevoir une structure par-dessus. OK. Donc, les piliers, toutes les bases vont être faites. Il restera juste à trouver une autre subvention pour le toit là, dans une autre année. Mais, beau projet, puis ce sera fait cet automne. C'est bien de le prévoir parce qu'effectivement, Oui, c'est sûr, parce qu'après, ça coûte toujours plus cher. Exactement ça. Voilà. Bravo. Les demandes régionales, il n'y en a pas. En développement économique, on a le dépôt du rapport mensuel du service de développement économique, pour titre d'information. Et au point B, la convention de subvention pour le réseau Accès PME. En fait, c'est l'ancien programme, ça ne s'appelait pas Accès PME, ça s'appelait Accès Entreprise Québec. Pour le renforcement de l'accompagnement des entreprises, c'est une subvention pour 1 an. 215 000 $. Dans le fond, c'est de prolonger l'entente qu'on avait déjà pour une année, qui va se terminer au 31 mars 2026. C'est ce qui nous permet de payer... 27, pardon. C'est ce qui nous permet de payer 2 ressources là, en développement économique. Fait que ça prend une résolution pour m'autoriser à signer ce protocole-là. Donc, M. Daniel Hull, M. Christian Fortin. Dans les appuis demandés donc, de la Fédération québécoise des municipalités, une consultation sur le projet Maison Canada du gouvernement du Québec. Maison Canada du gouvernement du Canada. C'est un peu contradictoire. C'est ça, je pense que là-dessus, on peut appuyer là, ce projet-là. On a besoin d'habitation partout au Canada, puis particulièrement aussi dans la MRC des Genoux. Oui, monsieur. Parce qu'il faut penser une chose, quand on regarde le programme présentement, ça s'adresse plutôt aux grandes villes. Oui. À cause des quantités. Alors, dans nos municipalités, là, on ne peut pas parler de projets de 200, 300, 400 logements. Alors, donc, à ce moment-là, c'est très important qu'on adopte une résolution là-dessus pour faire valoir le droit des municipalités rurales d'avoir accès à ce projet. Tout à fait. Je comprends que vous en faites la proposition. Oui. Appuyé par M. Hugo-Pierre Bellemare. Dans la correspondance déposée de la Corporation de développement communautaire des Chenaux, donc en lien avec la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie du comité FRR,
En fait, la Corporation de développement communautaire nous demande de garder un volet ou en tout cas des fonds disponibles pour les projets à caractère régionaux. Avec la disponibilité financière des dernières années, la dernière année, on n'avait pas pu avoir d'enveloppe pour les projets de soutien aux projets régionaux, mais la CDC nous demande de voir si on ne peut pas trouver des aménagements pour financer. Puis on comprend que le milieu communautaire, des fois, quelques dollars font en sorte qu'on peut attacher d'autres bailleurs de fonds. Fait qu'on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire. On va avoir effectivement l'exercice budgétaire à faire au cours du mois de novembre. On va voir comment on peut traiter cette demande-là d'une certaine façon. Et le deuxième, donc, c'est un appui à la grande semaine des tout-petits. Donc, ça va se tenir du 17 au 23 novembre 2025. Ça vise en fait à informer sur l'état du bien-être des tout-petits, à mobiliser les acteurs et les actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir, briser les silos pour mieux rejoindre les familles isolées, que ce soit du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, puis mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes de politique publique favorables pour le développement des tout-petits et de leurs familles. Donc, il nous demande une résolution d'appui à ce compte-là. Je pense que là-dessus, on peut y aller. Oui. M. Daniello en fait la proposition. M. Christian Gendron l'appuie. Voilà. Dans les autres sujets, en fait, on voulait offrir nos félicitations à Mme Sonia Lebel pour sa nomination à titre de ministre de l'Éducation. Je pense que c'est unanime. Oui, c'est unanime, voilà. On s'est rendu maintenant donc à... Juste avant, M. le Préfet, il y a peut-être un autre point à ajouter, participation au programme des défibrillateurs, DEA. Oui. Ah, ben oui, c'est vrai, effectivement. On va rajouter au point 13B, participation au programme DEA communautaire. C'est vrai, effectivement, on a oublié suite à la rencontre. Donc, peut-être si vous voulez l'expliquer, je n'étais pas présent. Oui, c'est ça. On a rencontré le CIUS lundi en après-midi. Oui, lundi dans l'après-midi. Puis, ça fait plusieurs mois qu'on leur demande. Là, on sait qu'il y a des défibrillateurs automatiques qui sont à quelque part au CIUS. Ils sont dans un local et qui ne servent pas. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est distribuer-les, puis mettez-les dans les municipalités à des endroits stratégiques disponibles, le plus possible 7 jours sur 7. Et ils vont être enregistrés à DEA Québec. Donc, quand la personne va appeler et que ça semble être un arrêt cardiaque, tout de suite, la répartitrice va pouvoir dire à l'intervenant ou à la personne qui va appeler, il y a un DEA disponible au bureau de poste à Saint-Maurice, bureau de poste qui est pour les casiers qui est ouvert 24 heures, envoyez quelqu'un chercher le DEA, le temps que vous commencez les massages cardiaques. Puis le CIUS était très, très ouvert. On va leur envoyer le nombre de DEA qu'on aurait besoin dans chaque municipalité. Puis il restera aux municipalités à déterminer des endroits qui seraient disponibles 24 heures, 7 jours. Si on ne peut pas 24/7, à tout le moins, ils vont être localisés. Il y a des endroits comme chez nous à Sainte-Geneviève, il y en a un dans la salle municipale, et quand la salle municipale est fermée, il n'est pas accessible. Mais au moins, quand il y a des activités dans la salle, il est là. Fait que, mais le bureau de poste, c'est une suggestion qui est venue de toi. Hein? Oui. Et c'était une très bonne suggestion, là, je pense. C'est laissé aller, mais c'est vraiment très bon parce qu'un bureau de poste, c'est des casiers toujours ouverts, dans le fond. Fait que, puis c'est sûr que des fois, ça prend peut-être une petite caméra, mais j'espère être encore assez positif pour penser qu'il n'y a personne qui va aller voler ça. Ça vaut quand même assez cher, mais c'est pour sauver des vies. On ne va pas se le faire voler, Christian, il ne faut pas dire que ça vaut. Non, c'est ça. Exactement, mais de toute façon, fait que ça va débouler quand même rapidement avec le CIUS, puis les municipalités vont pouvoir le mettre, puis en faire la publicité là, dans leurs journaux locaux et tout. Puis il y a une petite formation qui va avec ça, qui dure 30 minutes. Puis c'est des formations qui pourraient être données par Teams ou par Zoom ou directement dans un bureau municipal ou une salle municipale.
Puis les gens verraient comment se servir de ça, parce que c'est tout automatique, mais avec l'adrénaline, quand ça arrive, ça se peut qu'on oublie des choses, puis que même si l'appareil nous parle, ça peut arriver qu'on ne l'écoute pas. Fait que, à quelque part, il y a une petite formation gratuite pour les gens qui voudraient l'avoir. Fait que, voilà. Ce qu'il souhaite faire, c'est qu'on ait aussi des comités citoyens pour faire en sorte que ça soit connu, qu'il y ait de plusieurs personnes, parce que le programme s'appelle Héros en 30, donc Héros en 30 minutes. Fait que suite à cette petite formation-là, on sait comment faire, d'utiliser un défibrillateur à ce moment-là. Fait que je pense que ça, c'est très positif. Fait qu'on va essayer de mobiliser un peu les gens autour de ça pour se préoccuper de la sécurité là, des citoyens un peu d'une certaine façon. On va prendre des questions juste à la période de questions. Pour le défibrillateur. Ah ben, ça pourrait être dans Je veux juste savoir si ça doit être dans un endroit où il y a du chauffage. Idéalement. Idéalement, oui. Oui. Mais il y a des genres de petits chauffages qui se fait là, s'il doit être à l'extérieur, ça existe, que tu mets dans la boîte. Dans le fond, c'est une boîte là, carrée, défibrillateur à l'intérieur, mais il y a un petit système de chauffage qui existe qui pourrait être là pour garder une température minimale. D'accord. Voilà. Parfait. Fait que je vais le proposer. Fait que donc, M. Christian Gendron en fait la proposition, appuyé par M. Christian Fortin. On viendrait donc maintenant au point 6C, l'adoption du règlement numéro 2024-147, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé concernant l'identification des aires de protection des lieux de captage des eaux souterraines, ainsi que la création des dispositions relatives aux éoliennes. Et donc, la façon de faire, c'est que Sébastien est ici, qui a travaillé entre autres avec Danny Roy au début, sur l'élaboration du règlement. Il a participé aux discussions avec les différents représentants des ministères. Il va vous expliquer en fait les éléments qui sont modifiés par rapport à la version initiale qui vous avait été présentée. Vous l'avez là, vraiment c'est coloré normalement en vert ou en rouge. Donc ce qui est raturé, ou ce qui est raturé c'est en rouge, ce qui a été ajouté c'est en vert. Si je vous rappelle, ça fait l'objet de négociations avec les différents ministères. Il y a eu des demandes, des allers-retours qui ont été insistants parfois, j'en doute même pas. Mais c'est la version sur laquelle les différents ministères se sont entendus. Si c'est adopté comme ça, normalement, c'est une formalité. La formalité qui découle, c'est la signature, l'approbation par la ministre des Affaires municipales à ce moment-là, qui agit comme coordonnatrice, je pense. C'est le MAMACH qui adopte le règlement. C'est le MAMACH. OK, c'est ça. Je vais laisser Sébastien présenter les articles. Oui. Ouais. Il y a remplacé le 147 qu'on avait adopté. Il y a eu une modification. OK, OK. En fait, il y a eu une modification au libellé. En fait, ça va être le règlement numéro 2024-147A, qui est un règlement de remplacement à celui qui a été adopté le 2024-147 en novembre passé. Dans les premières sections du règlement... Peux-tu grossir le caractère, s'il vous plaît, parce qu'on voit absolument bien. Vous en avez des copies? Vous avez la copie, c'est s'il y a possibilité, je pense. Oui, mais... Je vais essayer quand même de référer toujours au numéro de l'article pour qu'on puisse suivre plus facilement tout ensemble. Donc, la première section, qui sont les articles jusqu'à l'article 6, ne changent pas. Ça touchait les aires de captation des eaux potables. Ils ont été identifiés, il n'y avait pas eu de retour de la part du ministère comme quoi c'était pas conforme. On laisse ça tel quel. Tout ce qui change, ce sont les dispositions relatives aux éoliennes. Donc, à la 11.1, on parle de définition. Il y a eu quelques modifications dans les définitions. Oui, ici. On a changé la définition des établissements d'enseignement. On a ajouté soit un organisme de formation chargé d'offrir des services éducatifs ou d'un établissement de santé et des services sociaux, puisqu'il y a eu changement de la loi. Changement de la loi, c'est plus inclusif de cette façon-là, fait que ça couvre tous les types d'établissements d'enseignement. C'est ça. Dans le fond, la loi sur la santé et les services sociaux n'existe plus. Elle a été remplacée par la loi sur la gouvernance du système de santé et des services sociaux. Ensuite, à la demande du ministère de la Sécurité publique,
dans les immeubles protégés, il y avait une définition qui mentionnait qu'un établissement de camping qui offre au public moyennant une rémunération qui permet d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes allait être protégé. Puis on avait marqué à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. C'était une définition qui avait été prise du gouvernement, mais le ministère nous a demandé de protéger en plus les campings à la ferme, fait qu'on a enlevé cette exception-là, fait qu'on rajoute une protection pour ces utilisations-là. Finalement, on a rajouté aussi un service de garde éducatif à l'enfance, défini comme un centre de la petite enfance, une garderie ou un service de garde éducatif en milieu familial. C'est dans le cas où il y a des centres éducatifs pour enfants qui ne se trouvent pas à l'intérieur des périmètres urbains et qui ne sont pas en milieu familial. Si ça pourrait arriver qu'il y en ait, ils seraient protégés aussi. Finalement, en dehors des immeubles protégés, on a aussi ajouté le concept d'occurrence phonique floristique. Ça, c'est à la demande du ministère de l'Environnement. Les occurrences phoniques floristiques, ce sont des habitats qui sont d'une espèce qui pourrait être phonique floristique. Ça pourrait être, mettons, la tortue des bois. L'ajouter aux définitions va nous permettre de les protéger par la suite. Vous allez voir l'article un peu plus loin. Il y a une modification à l'article 11.2 sur l'interprétation des dispositions normatives. Donc en rouge, c'est barré, ça n'existe plus. Maintenant, on parle de lorsqu'une norme exige de respecter une distance par rapport à un élément mentionné, la distance se mesure à partir du centre de la tour de l'éolienne. C'était calculé à partir du bout de la balle. Maintenant, ça va être calculé à partir du centre de l'éolienne. Il y a aussi un point 11.22 qui a été rajouté, fait qu'il y a une petite modification à ce sens-là. C'est juste rajouter les numéros d'articles. La protection des habitations. Après discussion avec les différents ministères, il a été convenu qu'on n'allait plus calculer les distances à partir en utilisant la puissance des éoliennes, mais en utilisant la hauteur des éoliennes. Donc, la distance entre toute éolienne et toute habitation doit correspondre à au moins 4 fois la hauteur d'une éolienne. En vérité, si on compare une éolienne de 2 cm avec une éolienne de 7,2 MW, ce qui avait été parlé, la différence est d'environ 20 mètres. Le 7,2 MW qui était calculé à l'ancienne version du règlement, la distance était 860 mètres, maintenant c'est 840 mètres. Fait qu'il y a quand même une petite différence dessus, mais ça reste que l'article prend en considération la hauteur. Donc, si c'est des éoliennes plus hautes, la distance doit être plus grande. On a fait une modification aussi. Les nouvelles habitations. Toute nouvelle habitation ne peut s'implanter à moins de 600 mètres d'une éolienne. L'agrandissement ou le déplacement d'une habitation existante n'est pas permis à moins de 550 mètres d'une éolienne. Il y a un concept de réciprocité. C'est pas une réciprocité totale. Il y a quand même une différence entre le 840 mètres effectif ou 600 mètres. Il y a un peu de lousse là-dedans où certains propriétaires pourraient s'installer. Excuse-moi, est-ce qu'on pose des questions à la fin ou tu... Oui, à la fin, s'il vous plaît. On a changé aussi pour ce qui est des électrogènes diesel, 1,5 km à 1500 mètres. Il n'y a pas vraiment aucune différence à part qu'on a tout libellé en mètres dans le règlement, comme on peut l'uniformiser de cette façon-là, mais ça change absolument rien ici. Par rapport aux immeubles protégés, de la même façon qu'on a retiré le concept de puissance, on l'a ajusté en faisant une distance, en prenant la distance à partir de la hauteur de l'éolienne. Donc, on calcule à partir de 3 fois la hauteur de l'éolienne pour la distance qui serait permise de n'importe quel immeuble protégé. Pour les bâtiments, les installations d'élevage, même chose, 3 fois la hauteur de l'éolienne aussi. C'était calculé en fonction de la puissance, maintenant c'est la hauteur.
Il y a aussi un concept de réciprocité. Tout nouveau bâtiment d'élevage ne pourra s'installer à moins de 300 mètres des éoliennes. L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage existant est toutefois permis. Il ne faut quand même pas brimer les agriculteurs qui ont déjà des bâtiments qui sont construits. La différence est quand même plus grande entre le 300 mètres puis la distance effective d'une éolienne de 2 cm. On parlerait d'une protection de 630 mètres, puis la réciprocité de 300 mètres. Dans les milieux humides, il y a une augmentation des distances. Donc, tous les milieux humides qui sont catégorisés dans notre plan régional des milieux humides et hydriques doivent être protégés. Il y a des distances pour les milieux humides qui sont classés utilisation durable, des options de restauration, ça passe de 60 à 100 mètres, et puis de 100 à 140 mètres pour les milieux humides classés options de protection et milieux sensibles. Par la suite, on a des dispositions relatives à la protection des occurrences floristiques et fauniques. Ça demande du ministère de l'Environnement. Donc, l'implantation d'une éolienne sur un territoire où le centre de données sur le patrimoine naturel du Québec répertorie l'occurrence d'une espèce faunique ou floristique en situation précaire, toutes les espèces qui sont vulnérables. Eux ont un type de classification, c'est des S1, S3. Donc, l'implantation ne serait permise que si une étude de caractérisation environnementale est réalisée au préalable par un professionnel compétent. L'étude de caractérisation doit démontrer que l'implantation d'une éolienne et les équipements nécessaires à son fonctionnement ne perturbera pas l'espèce en question ni son habitat. Donc, ils sont bien protégés, les espèces en vulnérables ou en péril. La dernière, c'est la 11.16. S'il vous plaît. L'implantation d'une éolienne est permise, pour avoir l'implantation au sol, la distance qui avait été autorisée des lignes de l'eau lors du règlement de novembre 2024, c'était 20 mètres des lignes de l'eau. Maintenant, cette distance tombe à 5 mètres. C'est le seul article où on continue à calculer la distance à partir du bout de la palle pour pas qu'il y ait empiètement sur un lot voisin. Donc, il n'y aura pas de palle par-dessus le terrain de l'eau. Mais la distance, ça tombe à 5 mètres quand même de la ligne de l'eau. Finalement, à 11.23, c'est l'article qui parle des éoliennes domestiques et non de nature commerciale. On a ajouté aussi la même disposition qui avait été demandée par le ministère de l'Environnement sur les occurrences fauniques et floristiques. C'est exactement le même texte, les reproduit aussi dans son application pour les éoliennes domestiques. Vous avez sinon à la fin du document, je pense que je ne l'ai pas à l'écran, mais vous l'avez sur... Oui, vous avez la représentation qui a été faite par la géomatique à MRC de qu'est-ce que ces normes-là ressembleraient sur le terrain. Donc, c'est la carte avec la tache rouge. Là. En blanc, ce serait l'espace qui pourrait rester disponible pour l'implantation d'éoliennes. Juste noter que ça reste une représentation qui a été faite. Ça pourrait différer légèrement quand même en réalité. C'est à un promoteur de faire, ça va être à un promoteur de faire la preuve que c'est avec l'inspecteur de la municipalité ou pendant l'émission de permis que les distances sont bien respectées. Je n'ai pas compris la dernière phrase. Le promoteur faire la preuve de quoi? Non, avec Non, mais ce que la j'ai dit, distance, que les distances soient respectées. Donc, le promoteur, et en fait, l'inspecteur municipal va devoir s'assurer que les distances sont respectées. Si on parle de 210 mètres d'un tel point, bien, il va devoir s'assurer que ça respecte vraiment l'implantation au sol qui est prévue dans le règlement. c'est qu'on ne peut pas la carte qui est annexée, elle n'a pas de valeur légale. Ce qu'un promoteur doit se reposer, c'est le texte réglementaire. Donc, c'est une représentation. La réalité est très proche de ça, mais il pourrait y avoir quelques petites différences sur le terrain. C'est juste le bémol que je voulais dire par rapport à la carte.
Ces cartes-là vont être rendues disponibles en grand format tout de suite après la rencontre. Donc, ils vont être pour chacune des municipalités. Là, donc, il y a une carte qui a été de grand format qui a été imprimée. Puis, elle va être envoyée aussi aux différents conseils municipaux. Fait qu'elle pourra être rendue disponible dans les bureaux municipaux pour consultation. Fait qu'on... Il va être disponible aussi sur le site Internet. Sur le site Internet de la MRC? Oui, dans la section aménagement. Il y a déjà des cartes qui sont présentes du règlement qui a été adopté en novembre. Ben, elles vont être remplacées par ces nouvelles cartes. Parfait. Merci. Donc, est-ce qu'on adopte tout de suite ou si on passe à la période de questions avant? La période de questions avant. Non, on va adopter. On adopte. Proposé par M. Luc Dostalaire, appuyé par M. Christian Gendron. On y va maintenant avec la période de questions. Ça voulait-tu dire qu'on n'avait rien à dire? Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais vous comprendrez que le projet de règlement, on ne pourra pas le modifier. Puis ça reste. Rappelons-nous que ce projet de règlement-là demeure une base sur laquelle les municipalités vont pouvoir augmenter des choses, mais on a l'obligation d'adopter un tel règlement. Puis les municipalités auront 3 mois pour faire la concordance, d'une certaine façon. 6 mois. 6 mois pour faire la concordance. Non, on ne change pas les règles comme ça. Fait qu'on vous invite, on vous rappelle encore une fois de vous nommer, puis la période de questions, normalement, c'est 30 minutes qui est prévue. Fait qu'on vous invite à être succinct. René Baudouin, je suis Sainte-Geneviève de Vatican, porte-parole du collectif pour vous mettre au debout. On s'était fait le scénario, on s'était fait les différents scénarios qui étaient pour se passer ce soir. Qu'est-ce que vous étiez pour nous dire? Et vous êtes tombé dans notre scénario le plus pessimiste. Autant on est arrivé à dire dans Mekinac qu'on a répété qu'on avait les meilleurs maires de différentes MRC parce que vous aviez le courage de vous tenir devant les fonctionnaires du gouvernement, et bien là, vous avez cédé sur la question du bout de la palle comparativement au centre de l'éolienne pour la même mesure. Vous avez cédé sur la puissance par rapport à la hauteur. Et ces deux éléments-là sont vitaux dans la protection des citoyens, pour la simple raison que là, c'est tellement variable. Éric Gauthier lui-même répète « Oh, ben ce n'est que préliminaire, notre projet, on est en train d'évoluer le projet. » Bien, son évolution peut aller, ben, je m'excuse, c'est parce qu'il faut que les autres entendent là-bas. Alors, il faut... On entend bien. Tu n'as pas le droit de... Alors, c'est pas correct, c'est pas correct, pas. T'es le meilleur. Non, t'es loin d'être le meilleur dans cette circonstance-là. Mais donc, on a dit que vous étiez capable de vous tenir devant les fonctionnaires, et là, vous avez cédé devant les fonctionnaires. Ce qui est en train de se faire, comment c'est préliminaire actuellement, le projet de Test Canada, puis Éric Gauthier l'a dit en réaction au référendum de Saint-Maurice, que tout était préliminaire. Ce qui est dit là-dedans, ça dit, bon, ça devrait être des éoliennes peut-être de 6 MW, peut-être dans l'avis de projet, c'est jusqu'à 7,2, mais à Saint-Gédéon du Lac-Saint-Jean, quand ils ont fait les éoliennes, ils ont fait des éoliennes d'une puissance plus grande que ce qui avait été annoncé dans l'avis de projet et ce qui a été examiné auprès du parc. Ils ont fait quelque chose de plus grand. Ce qu'ils sont en train d'étudier actuellement, ce sont des éoliennes de 10 MW. Puis 10 MW, là, ça n'a rien à voir encore avec les plus grosses qui sont à l'étude, mais c'est des 10 qui sont en train de commencer à installer. Alors là, la hauteur, elle va rester la même, mais la puissance, ça va être plus grande. Pourquoi la question de la puissance est importante? C'est important, puis c'est pas René Baudouin qui dit ça. C'est l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique du Québec, qui écrit noir sur blanc dans son rapport qu'une puissance plus élevée entraîne un risque plus élevé d'impact. C'est pas moi qui dis ça. Alors, c'est la puissance. Vous aviez pas le règlement le plus parfait, mais vous aviez le règlement qui avait permis d'obtenir une certaine acceptabilité sociale de la population. Puis là, vous êtes en train de le gaucher en pliant, en vous mettant à genoux devant les fonctionnaires qui vous disent « Hey, mes grippettes
vous n'allez pas faire ça du bout de la pale, vous allez faire ça du centre de la tour, et vous ne le ferez pas par la puissance, vous allez le faire par la hauteur. L'autre chose... Et l'autre chose sur laquelle vous avez cédé, c'est la distance à partir de la clôture. À ce que je sache, la projection de glace, pas moi qui invente la projection de glace, allez-vous-en à Saint-Gédéon du Lac-Saint-Jean, puis allez voir, à côté de chacune des éoliennes, il y a une pancarte qui dit « Danger de projection de glace ». La projection de glace d'une éolienne de 125 mètres, eh bien, elle projette à 260 mètres. Déjà que 20, c'était pas beaucoup. Là, vous le réduisez à 5, alors que le 23 avril 2025, le gouvernement ne vous a pas demandé de réduire cette distance-là. Et là, vous prenez l'initiative, sans qu'il y ait la demande du ministère, de pouvoir réduire cette affaire-là. Alors, les OGAT sont, puis je termine là-dessus, c'est épouvantable comment les OGAT sont à géométrie variable. Parce que dans une MRC, telle règle est adoptée, acceptée, dans l'autre MRC, ça ne l'est pas. Alors, par exemple, le bout de la pale a été accepté dans Nicolet-Yamaska. Pourquoi il ne l'aurait pas été ici, dans des genoux, si chacun de vous autres, vous étiez debout pour dire aux fonctionnaires « Non, nous disons non et nous maintenons notre non ». Après ce préambule, est-ce que vous avez une question? Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que c'est plus un commentaire, plus qu'une question? Non, mais... Écoutez, on se doutait un petit peu de cette réaction-là, mais remettons en contexte la situation actuelle. Le schéma d'aménagement actuellement, avant cette adoption-là du règlement, permet l'implantation d'éoliennes partout. Oui. Rappelez-vous ça. Fait que nous, notre job à la MRC, pour respecter aussi les OGAT, c'est de venir encadrer ça. Donc, on vient ajouter des restrictions par rapport à ce qui se passe actuellement. C'est sûr qu'on sait bien qu'on n'a pas atteint l'idéal de ce que vous souhaitiez, on le sait. Et nous, on était dans une démarche de négociation avec le gouvernement pour arriver à quelque chose. Fait que, oui, on a cédé certains éléments, mais sur les grands principes, on n'a pas cédé. Puis, vous l'avez, la carte rouge, là. Elle est très, très limitative. N'oubliez pas, comme depuis 2 ans, on a le même discours, on vient encadrer, mais après ça, la game se passe dans les municipalités locales. Puis, vous l'avez vu, il y a des municipalités qui ont fait des référendums, il y en a qui se sont opposés au projet. Puis, si jamais ça se rend jusqu'à une zone qui serait ouverte pour la municipalité, il y a une autre couche qui se rajoute, c'est le processus référendaire. Fait que, regardez, on est allé négocier, en vous écoutant, notre règlement a été bonifié avec les commentaires que vous nous avez faits. On est dans une société de loi. Quelque part, nous, on a une responsabilité de trouver une entente aussi avec votre gouvernement, qu'on a jugé qui était la meilleure qu'on pouvait aller chercher dans nos négociations pour, à un moment donné, venir donner des balises au schéma, parce qu'il n'y en a pas actuellement. Fait que c'est comme ça qu'on a travaillé. Fait que je comprends vos commentaires, mais là, à un moment donné, il fallait aboutir à quelque chose pour permettre de régler une fois pour tous ce dossier-là dans les municipalités locales. Voilà. C'est là qu'on est là. J'aimerais faire aussi une distinction entre l'avis qui a été reçu en janvier de cette année. L'avis prenait en considération le règlement qui avait été adopté avant les nouvelles orientations gouvernementales. Les nouvelles orientations gouvernementales qui sont entrées en vigueur le 1er décembre 2024 imposent de nouvelles règles sur lesquelles on doit travailler. Ce sont des orientations d'un parti politique. Ce ne sont pas des lois. Mais ça se transfère. J'ai lu les deux versions, la version d'avant le 1er décembre et la version après le 1er décembre. Et après le 1er décembre, il y a encore moins d'informations et de précisions qu'il y en avait avant le 1er décembre. Alors, sur une page et demie d'orientation au sujet des éoliennes, on est capable de faire dire à ça le tout et son contraire. Et la preuve, c'est que dans une MRC, le gouvernement a accepté le bout de la pale et ici, ils vous disent « allez-y par le centre de l'éolienne ». Alors, c'est à géométrie variable. À quel moment ça avait été accepté dans Nicolet?
Là, Nicolet, c'est... L'année passée, Ouais. avant l'adoption des nouvelles orientations gouvernementales. Ben, les nouvelles orientations gouvernementales sur les éoliennes ne parlent pas du bout de la palme ni du centre du mât. En tout cas, dans les règlements, probablement que les ministères ont changé leur interprétation de différentes normes. Ce qu'on a obtenu par la loi d'accès à l'information, on voit que selon le fonctionnaire qui écrit, il y a une interprétation qui est faite par un qui est différente de l'interprétation faite par un autre. Et on se retrouve dans une situation comme celle-là. Ça, il me semble que vous n'auriez pas dû y échapper. C'est triste que ce soit échappé, cette affaire. Parfait. Autre question? Bonjour, Pierre Bouillette, de Montréal. Moi, je voudrais savoir, comment ça se fait que vous n'avez pas établi, comme dans la municipalité de Saint-Césaire, un maximum? Et tout comme il dit, c'est variable, ça, là. Ça peut être du 8, du 10, du 12 mégawatts. Pourquoi il n'y a pas un maximum? Elle l'avait proposé l'année passée, ça. Saint-Césaire, là, il y a un maximum, je pense, de 4 mégawatts avec 80 mètres maximum de hauteur, ça, la pale y compris. Pourquoi on ne pourrait pas adopter un maximum sans que ça soit ça? On fait affaire avec des éoliennes modernes, mais il y aurait eu moyen d'adopter de quoi qui ferait en sorte qu'on serait limité. Là, ils peuvent arriver avec n'importe quoi. C'est fou, là. Je comprends pas. Puis, depuis le début, que ce soit l'avis de Provet, que je connais par cœur, au niveau de l'étude d'impact environnemental, c'est la même chose. Il n'y a rien de défini clairement. Puis, en plus, ils nous disent d'avance que ça peut changer à tout moment. Éric Gauthier, Oui, mais on n'a pas fait ce règlement-là en fonction de Test Canada, n'oubliez pas ça. Oui, bien c'est ça. Avez-vous négocié avec Test Canada? Jamais. On n'a aucune discussion Jamais. avec Test Canada, on vous le répète. Ça c'est réellement, c'est ce qui a été, quand vous aviez demandé que ça soit écrit, c'est ce qu'ils vous ont envoyé. Non. Non? On n'a jamais eu de discussion avec Test Canada. C'est le résultat des consultations qu'on a faites. Okay. On a établi notre projet de règlement qu'on a soumis aux différents ministères, mais on n'a jamais eu de discussion. Ça, c'est tout fait depuis le dernier mois, parce qu'au dernier mois, il n'y avait rien qui se passait là. Non. Ben, on attendait les réponses. OK, mais là, il y a eu plusieurs échanges qui disent entre les différents ministères, tout ça, c'est fait dans le dernier mois. Autrement dit, ça a commencé au lendemain de la réunion. Si je comprends bien? Non. Il y a eu notre règlement qui a été adopté, si vous vous souvenez, C'était au mois de novembre. qui a été refusé par le gouvernement, nous trouvant trop restrictif. On attendait à suivre. C'est ça. Fait que là, nous, il y a eu des discussions avec les différents ministères pour essayer d'en arriver à un résultat qui ferait notre affaire. C'est ça qui s'est passé. Mais Tess n'a jamais été dans le portrait de Jamais. ça. Jamais de la vie. Mais ça ne vous fait pas peur, ça, des éoliennes de 10 puis 12 mégawatts? Non, parce qu'on a confiance que les conseils locaux, municipaux, ont assez de jugement pour J'espère. décider. Ben oui, elle l'espère fortement. Je vous remercie beaucoup. Vous le proposez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a confiance au conseil municipal. Bonjour, Denis Desiel de Saint-Narcisse. La majorité des municipalités ciblées pour l'implantation d'éoliennes par le projet Mauricie ont posé des résolutions ou des gestes concrets suite à la demande de leur population contre le projet Mauricie de Test Canada, sauf Saint-Narcisse. Ma question est la suivante. Est-ce que nos municipalités vont jouer leur rôle et responsabilités afin de protéger leur population, autant rurale qu'urbaine, en réglementant plus sévèrement le règlement 2024-147A? J'ai pas d'éléments qui me permettent de croire que les municipalités locales ne joueront pas leur rôle. Je pense que chacun a travaillé le dossier de la façon dont il jugeait la plus pertinente, mais j'ai pas d'information que chacun des conseils municipaux n'a pas à cœur le bien-être de ses citoyens. Alors pourquoi Saint-Narcisse n'a pas rien fait jusqu'à date, à suite à une demande depuis 1 an? Oui. Puis les autres municipalités, ils ont On répondra à fait de cette quoi? question-là Pourquoi au conseil Saint-Narcisse n'a rien municipal. fait? On répondra à cette question-là au conseil municipal de Saint-Narcisse. Non, mais moi je pose la question au préfet qui est maire de Saint-Narcisse. Non, justement, moi c'est un rôle de préfet que j'ai ici. Oui. Puis je ne parle pas au nom du conseil de la municipalité de Saint-Narcisse. Donc, je ne peux pas répondre vous-même si vous êtes maire de Saint-Narcisse. Oui.
Puis chaque maire ici est capable de répondre, sauf vous. Oui. Bon, allez-y, monsieur. Répondez. Non. Ben, écoutez, les municipalités qui sont impliquées là-dedans, qui ont une possibilité d'implantation d'éoliennes, on s'est tous prononcés contre. Fait que c'est sûr qu'on n'ira pas contraire à ça. Ouais. Si on a le schéma d'aménagement, on a 6 mois pour faire contre-ordonnance, OK, on va accepter celui-là, mais après ça, nous autres, on peut le modifier. On ne le modifiera pas à la base, on est contre. Bon. Fait que la logique, il veut, et vous avez des élections qui s'en viennent, on va parler pour Saint-Stanislas. Je regarde les gens qui veulent se présenter à Saint-Stanislas, je suis très confiant qu'ils vont continuer dans cette avenue-là. Monsieur? Mais pour Saint-Maurice, vous le savez, dimanche, il y a eu le référendum. Puis le référendum était entendu. En fin de compte, moi, j'avais eu cette demande-là au tout début du dossier par le comité des gens qui sont venus aux assemblées du Conseil. Alors, c'était une demande qu'on a laissée en attente. Évidemment, il fallait avoir aller plus loin. C'est ce que le temps a fait. Puis, par la suite, on a pris la décision, le conseil municipal, d'aller en référendum pour permettre aux gens de nous donner le taux d'acceptabilité sociale ou de refus. Alors, donc, c'est ce qui est arrivé. Puis, là, présentement, on est face à des réponses telles que vous le connaissez, des taux assez élevés pour signifier qu'ils sont contre, évidemment, les éoliennes, puis très peu qui sont pour. Maintenant, ça se traduit comme ça. Puis moi, ben, je pense qu'avec mon conseil municipal, la prochaine rencontre, on va prendre une décision là-dessus. Mais c'est clair que quand vous posez la question, qu'est-ce qu'on fait pour protéger nos citoyens, si je n'avais pas voulu les protéger, je n'aurais pas fait le référendum aussi. Alors, si on a fait un référendum, c'est pour protéger les citoyens, qui puissent nous dire exactement qu'est-ce qu'ils entendent par ça, les éoliennes, et de donner un signal au conseil municipal pour procéder de la même façon. Et il faut toujours, évidemment, aller aussi dans le sens que, comme vous a dit tout à l'heure, c'est que vous savez très bien qu'il y aura une procédure référendaire à ce moment-là aussi, au niveau du redémarrage zonage, qui, si Test Canada continue au niveau de Saint-Maurice, eh bien, il y aura la procédure référendaire sur le redémarrage zonage qui va déterminer d'une façon finale qu'il n'y en a pas ou qu'il y en a. Alors, tout ça est entre les mains des gens de Saint-Maurice, ceux qui sont venus voter dimanche et qui vont se retrouver dans leur vote référendaire au niveau du redémarrage zonage. Eh bien, j'ai bien l'impression qu'ils vont manifester, enfin, encore une fois, leur intention vis-à-vis de ça. Et c'est ce qui va, en fin de compte, mettre un point à ce dossier-là. Alors, donc, la population de Saint-Maurice peut compter sur son conseil municipal pour mettre à la disposition de ces gens-là des possibilités, évidemment, de se faire respecter. D'accord. Merci beaucoup, M. Saint-Luc. Ben, comme le temps passe, puis que normalement, il y a une trentaine de minutes. Vous allez manquer de temps pour la période de questions. On peut demander une extension, monsieur? Oui, je sais pas quoi il a besoin, je demande une extension. Non. Pas certain. Pas certain. C'est parce que cette question-là s'adresse à... Ben voilà, elle s'adresse à la municipalité de Saint-Narcisse, puis ici, je suis maire de Saint-Narcisse, mais je ne sais pas le conseil de Saint-Narcisse qui parle. Fait que quand on est en séance du conseil à Saint-Narcisse, il n'y a pas de problème, on va répondre à cette question-là. Mais la question ici, elle s'adresse au maire de Saint-Narcisse, puis on est à la MRC des Chenaux. C'est pour ça que je ne réponds pas à la question. Ah bon? OK. Ça veut dire que les autres, ils font partie des maires de la MRC des Chenaux, puis ils ont répondu. Ils sont à l'aise. C'est correct. Ben oui. C'est correct. Bon. C'est parfait. Donc, on commence à connaître un peu le personnage? Oui. Ah, c'est oui, cool, oui. Il y a le rôle de préfet. De plus en plus. Merci beaucoup, M. le maire, M. le préfet, de votre collaboration et votre ouverture d'esprit. Merci beaucoup. Jean-Hébert, Saint-Maurice, producteur d'école. Producteur agricole! Un lapsus. Ben, de toute façon, j'ai pensé à tout ça, c'est ce que j'allais dire en fauchant du foin un matin. Puis je me suis dit qu'en travaillant à la terre, ça nous permet de la protéger. La réflexion est bonne quand on travaille dans le champ,
Ça nous permet, monsieur le salaire, je voudrais répondre à votre question. Vous avez dit tantôt, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont capables de travailler sur un mouvement de mobilisation citoyenne. Hey, on a fait un mouvement de mobilisation citoyenne. On a de l'expertise. Prochain aussi. Si j'avais besoin, on a de l'expertise. C'est important, ça aussi. Très important. La question, le point 11.8, fil électrique, 11.18, fil électrique. On avait posé la question lors d'une dernière séance du Conseil si les municipalités allaient donner l'autorisation pour le passage des fils électriques sur le bord des routes. Puis là, j'essaie de comprendre, je voudrais que vous m'éclairiez là-dessus, le 11.18, deuxième paragraphe. Toutefois, l'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les voies publiques. Lors du démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques devront être obligatoirement retirés du sol. Pouvez-vous m'expliquer finalement qui donne l'autorisation pour passer les fils électriques? J'ai la peine à comprendre le 11.18 fils électriques. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Ma compréhension, les filages électriques longeant les voies publiques, ce sont les fils d'Hydro-Québec. Mais si on... privé, le test, c'est pas l'hydro? Non, mais l'autorisation de passer dans l'emprise publique, ça doit être donné par la municipalité. Et ça sera souterrain s'il y a à passer des choses. Donc, les municipalités auront le pouvoir d'autoriser ou pas les fils électriques à bordure des routes? Oui. Ben, en bordure ou sous la route, là, carrément, là, mais d'une façon souterraine. OK. Ça veut dire que si jamais il y a une compagnie qui vient installer des éoliennes, elle devra absolument obtenir l'autorisation de la municipalité pour passer les fils. Oui, ben oui. OK, ça me clarifie. Parce qu'on vous a posé la question la dernière fois, puis on avait, à ma connaissance, on n'avait pas eu de réponse claire. Deuxième point. Je l'ai écrit, celui-là. Bien, comme vous savez tous, deux sujets ont monopolisé notre attention au cours des derniers jours. Le premier, l'invasion de la bande de Gaza et de la ville de Gaza par l'armée israélienne, faisant encore une fois une centaine de victimes. Ça, c'est dans les derniers jours. La deuxième, la victoire éclatante du référendum de Saint-Maurice. Ils en ont parlé jusqu'en Belgique, savez-vous? Ça part Gérald Fillon à zone économique. Cette situation déborde largement les frontières de la municipalité de Saint-Maurice et risque d'avoir des effets dans plusieurs régions du Québec, pas juste dans nos deux NRC. Question 1. Monsieur Bruno, vous êtes concerné. Dans les heures qui ont suivi le résultat, vous avez affirmé publiquement que vous alliez convoquer les élus de votre municipalité, de notre municipalité, pour prendre acte du résultat et y donner suite. Le résultat est sans équivoque, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Ainsi, comptez-vous proposer une résolution à la prochaine séance du conseil municipal interdisant le développement de projets éoliens sur le territoire, comme l'ont fait d'autres municipalités? La réponse est claire, je ne vais pas rencontrer mon conseil encore, je vais le rencontrer prochainement. Alors, on n'y a pas d'urgence parce que quelques jours de plus ou moins, ça ne changera rien. Non, mais la façon dont vous avez compris votre réaction lundi matin, je pensais que c'était évident dans les premières heures que ça allait rester. On est beaucoup plus calme. C'est vrai, rendu à notre âge, on peut Calme. Oh, à un certain âge, plus que Certain âge, si tu veux. Question 2. Suite aux affirmations du maire sortant de Shawinigan sur les ondes de Radio-Canada lundi après-midi, le 15 septembre, à l'effet que nous autres, on n'avait pas grand-chose, que lui savait tout, qu'on ne connaissait pas ça, la transition énergétique, qu'il va falloir qu'il aille chercher quelqu'un de plus haut chez Test Canada pour nous faire comprendre, pour nous faire avaler ça. J'ai même senti qu'il voulait aller chercher Jean Chrétien directement. Est-ce que vous avez prévu écrire, M. le maire et ou M. le préfet, au maire de Shawinigan pour le ramener un peu à la raison, puis arrêter de nous donner la vitesse? Réponse. Non, je n'ai pas l'intention d'écrire à M. le maire de Shawinigan, à M. Anger, c'est ça, Michel Anger, que je connais très bien d'ailleurs, pour avoir travaillé avec lui pendant des années, alors dans d'autres dossiers. Alors donc, c'est pas... Michel Anger, là, lui, a parti de mouvement au départ, d'accord? Fait que convoquer les maires, puis bon. Alors, mais moi, c'est pas à lui que j'ai affaire. Mais c'est à Test Canada que j'ai affaire.
je ne veux pas allonger le débat, mais je vais vous dire que je n'ai pas beaucoup apprécié, je pense que plusieurs d'entre nous l'ont constaté, son propos à la radio par rapport à ce projet-là. Oui, mais c'est On passe comme des... Pour lui, on est un peu... Vous venez comme le maire de Saint-Deck, il considère un peu des imbéciles. Il peut dire ce qu'il veut, on ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer. Mais une chose avec laquelle je suis d'accord avec lui, c'est que les élus ne devraient jamais rester neutres dans leur position. Ça, il l'a dit, il le redit, et ça, je pense que je m'adresse à tout le monde. Les études de Mon nom est Monique Tremblay, c'est Prosper. Mais moi, je voudrais juste comprendre le point 11.10 en 0. Protection des arbres, protection des ouvrages, le captage des eaux souterraines. Ça, c'est juste un point qui m'inquiète tellement parce que sur l'étude de Presse Canada, sur les 14 000 pages, ils disent que, quelque part, on a eu un bilan qui disait que les eaux souterraines étaient protégées moyennement. Alors, qu'est-ce que, tu sais, parce que si moyennement, moi j'ai le droit d'être inquiète, on s'entend là-dessus. Et puis, on est d'accord que notre eau, c'est précieux, on le voit présentement, les rivières qui sont à bord, qui ont perdre de l'eau, tout. Est-ce qu'on peut améliorer cette, éventuellement dans vos protections, au niveau des municipalités, comme à Saint-Prosper, je sais que nous autres, on a notre eau qui vient de la montagne, mais cette montagne-là, on s'est entendu que l'eau, elle vient de Saint-Adèle. C'est collé, ça, là. Moi, je suis inquiète pour notre eau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Est-ce qu'on peut mettre des distances ou... En tout cas, c'est comprenez-moi un petit peu mon point de vue. C'est juste ça que je veux emmener comme... Parce qu'il n'y a rien qui marque de combien de pieds, de mètres. 100 mètres. Il y a le puits privé. Il y a deux choses, en fait. Il y a le volet les puits publics. Les puits publics qui appartiennent aux municipalités. Les municipalités ont tous fait des études pour établir où sont les aires de recharge de ces puits-là. Donc, on sait l'eau souterraine, elle vient de où. Tout ça, ça a été cartographié. Puis, dans la première partie du règlement, là, on a juste tantôt parlé des dispositions relatives aux éoliennes, mais il y avait un volet aussi d'identification des protections des ouvrages de captage des eaux souterraines, excusez-moi. Puis, on est venu inclure dans le schéma toutes ces zones-là de recharge. Donc, l'eau souterraine, elle vient de où? Donc, une éolienne ne pourrait pas s'installer par-dessus une aire de recharge. L'aire de recharge, elle pourrait, dans certains cas, faire 1 km de long. Mais c'est vraiment cartographié, puis c'est pas... vous pourriez voir ça a l'air de quoi sur la cartographie, la carte 6 qui est vraiment bien protégé. C'est identifié, en fait. C'est identifié, mais c'est aussi protégé. Par contre, c'est répertorié. C'est répertorié. Par contre, ces études-là n'ont pas été produites pour les puits privés, parce qu'il y en a beaucoup. Puis, donc on ne peut pas mettre le même type de protection sur les puits privés. Il y a donc 100 mètres qui a été mis. 100 mètres... C'est pas vrai. 100 mètres, c'est beaucoup. Il n'y a pratiquement pas de réglementation au Québec qui vient protéger les puits privés, en général. Nous, on a mis les puits privés plus 100 mètres. Donc, il y a quand même un effort qui est fait. C'est difficile à dire ce serait quoi la bonne mesure pour chaque puits, parce que chaque puits est différent, repose sur une nappe qui est différente d'une de l'autre. Mais c'est probablement la réglementation la plus contraignante au Québec. Ben moi, je vous en faites qu'est-ce que vous voulez, mais moi, je voulais juste suggérer que vu présentement, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui se passe avec les puits privés, avec les puits, parce que là, on le voit que les puits privés doivent déjà aller creuser encore plus, aller chercher plus large, plus. Fait que peut-être prévoir encore plus des distances, parce que les puits privés ont besoin de protection, mais notre eau, là, nous autres, c'est municipal, puis hey, on était combien d'années, France, à avoir... on n'avait pas d'eau potable? L'ébullition? Moi? Plusieurs années.
Plusieurs. Moi, je dirais minimum 10 ans, on s'entend? Oui, sûrement. Bon, mais ça, c'était pas grave, mais au moins, j'étais capable d'avoir de l'eau pour laver mon linge, puis l'eau était propre. Tu sais, mais avoir de l'eau mouillée dans ma laveuse, ça m'intéresse pas. Personnellement, je suppose qu'il y en a d'autres autour de la table qui sont comme moi. Mais c'était juste dire, s'il vous plaît, protégez notre eau. Merci. On prend une dernière question. Normand Blain, Saint-Luc. Trois petites questions très rapides, en continuité avec madame. L'article 11.10, parce que la libellé de cette phrase-là est un peu particulière, où on dit « Toute éolienne doit être implantée à au moins 100 mètres d'un puits privé ». C'est comme si ça prend un puits privé pour implanter une éolienne. Non, mais c'est pas plutôt toute éolienne ne doit pas être implantée à au moins 100 mètres. Mais ça, Au moins 100 mètres. Ben, tu sais, c'est 100 mètres et plus. Tu sais, moi, en tout cas. OK. C'est vraiment comme ça que. Je m'en assurer. Oui. Puis la fameuse carte ici, y a-t-il possibilité de l'avoir en PDF? Parce que, oui, elle est possible, elle est sur le. Oui, c'est ça, on va la mettre demain sur le site de la MRC, puis on va la mettre aussi par municipalité. OK, donc on pourra l'avoir en PDF? Oui, oui. OK. Et la dernière petite question, à l'article 6, je vois que toutes les municipalités sont représentées au niveau du tableau d'indice de vulnérabilité, sauf Saint-Luc. Pourquoi? Parce que Saint-Luc n'a pas eu à faire ces études-là. Dans le fond, là, ça me prédate un peu. Là. Non, mais je t'avais déjà posé la question. Oui, en fait, c'est que les municipalités les plus petites étaient dispensées de devoir produire les études les études de vulnérabilité. Et vu que Saint-Luc n'atteignait pas le plancher, Mais Saint-Prosper l'atteignait. Ouais. Oui. Ben, ça les dispensait, mais ils pouvaient le faire aussi. Après ça reste la décision de Ils ont choisi de ne pas le faire à ce moment-là. Oui, c'est la municipalité qui a décidé de ne pas le faire. C'est ce que je comprends. Oui, mais ça date, ça, là. Ça date de plusieurs années. OK. Je peux pas te répondre. Un lien direct avec c'est des études qui ont été commandées il y a 5, 6, 7 ans, tout dépendamment de la municipalité. Oui, ça fait plusieurs années. Merci. Merci. J'avais demandé la possibilité d'allonger un peu, parce que je pense que le débat n'en vaut la peine. C'est un sujet excessivement important dans notre MRC. On peut pas, c'est pas une question de poubelle, là. C'est une question de. Moi, je reviens au point 11.10. Donc, suite à la question de Mme Tremblay qui parlait des puits, donc là, les pages ne sont pas numérotées, c'est dommage. Juste en haut du point 11.11, on voit le 11.11, c'est protection du plein droit. Donc en haut, on dit que toute éolienne doit être implantée à au moins 100 mètres d'un puits privé. Si là, présentement, on vit une problématique au Québec, là, l'eau. On manque d'eau, il y a des municipalités qui n'ont pas d'eau. On vit une période de sécheresse qui risque de se produire dans le sud. Moi, ce que j'ai lu dans le texte, c'est que la base de l'éolienne ferait, est-ce que je rêve, 500 mètres carrés de superficie. C'est énorme comme superficie. Et si je prends la base de l'éolienne, c'est énorme par rapport à la distance d'un puits privé. Puis ce qu'on a vu dans les reportages, c'est que la fameuse éolienne crée une vibration dans le sol qui peut contaminer les eaux du puits privé. À Saint-Maurice, je suis sûr, on a de l'eau de la moyenne. Mais à Saint-Narcisse, il y a 42 puits d'eau privée. Est-ce qu'il est important de vous modifier ce règlement-là parce que vous l'avez adopté? Puis moi, non, le 100 mètres de puits privé, je regrette. Mais je pense que c'est pas suffisant. Moi, je propose une modification. Même si vous avez adopté une résolution, ça se modifie une résolution. Je ne sais pas qui m'appuierait ici dans ma demande. 100 mètres de puits privé, c'est court. Hein? Est-ce que vous avez pensé, monsieur le préfet, monsieur le directeur, monsieur le conseiller, ça se modifie une résolution? Hey, 100 mètres! N'oubliez pas que la base de l'éolienne, on dit que c'est 500 mètres carrés, la base. Là, on dit 100 mètres. 100 mètres, c'est 300 pieds de la tête. C'est la longueur de gramme. Il
vous avez commencé par regarder dans quel cas il pourrait y avoir l'implantation d'une éolienne à proximité des puits privés. Parce qu'à mon avis, avec les distances qui apparaissent à peu près partout, il ne doit pas y avoir grands puits privés qui sont concernés. Il faudrait voir. S'il y a une personne qui faudrait voir. Mais s'il y a une personne qui voit son puits menacé, c'est certain. Moi, en tout cas, je prends l'engagement pour Saint-Narcisse. Si jamais. Si jamais. Oui, c'est ça. Parfait, fait que je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas. Bien de mettre fin à ça. Fait que, voilà, M. Dostalaire propose Non, non, la mais je l'ai dit que nous, on ne faisait pas de spectacle. Il y en a qui veulent C'est ça. C'est ça. On en fait. C'est notre pays. Non, mais, Ça se passe quelque de résolution. Parce que, écoute, juste dire. on ne modifiera pas la résolution, M. Puits Guibert. actuel ou éventuellement puits futur, puisqu'on va manquer d'eau. Il va en avoir qui nouveaux puits, les gens vont manquer d'eau. On ne la modifiera pas, M. Guilbert, Non. parce que nous, on ne recommencera pas à négocier avec le MAMACH. C'est ça. On a eu une entente. Puis là, si vous dites que le point 11.10 fait pas votre affaire, vous allez m'arriver avec l'autre point, ça finira plus. Non, je pourrais Là, il y a une Non, il y a une désolé. affaire, il y a un proposeur pour la fin de la rencontre est terminée. Voilà. Ben, non, mais je suis quand même légitime de poser la question. Non, non, c'est quand même légitime de La poser la réponse, c'est question. non, c'est terminé. C'est ça. Ah, c'est C'est terminé. quand même Oui. légitime de poser la question. Non, Et le 120, c'est par rapport au centre de l'éolienne? oui, c'est terminé. C'est proposé par M. En tout cas, les par M. élus Simon. sont élus par la population, ils relèvent de la population, ils n'ont pas du gouvernement. Rappelons-nous ça, hein? Les Ça va. élus relèvent de la population, ils n'ont pas du gouvernement. Parfait. C'est juste ça que Je je voulais veux remercier, parce que c'est possiblement la dernière rencontre de M. Christian Fortin, de M. Luc Pellerin, M. Guy Simon, et peut-être, on ne sait pas s'il va se représenter, M. Hugo Pierre-Bellemare. Je veux les remercier de leur collaboration pendant toutes ces dernières années. C'était très apprécié, messieurs. Ils ont mentionné. Ça mérite. Merci. Pour l'état de la conduite forcée, j'avais une question. On répondra après directement. On peut individuellement. Oui, individuellement. On va OK. Puis par rapport au puits, ça, chacune des municipalités est libre d'adapter sa réglementation en fonction de la dimension de la part. ça. Voilà, vous avez tout compris. C'est ça. On va oublier que les élus relèvent de la Non, population. non, c'est correct. Oui. Oui. De la Oui. Oui.